Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. Il y a beaucoup de commentaires, Karima, qui sont rentrés pendant la pause. La propreté au Japon. Tu sais, je pense que dans l'absolu, on ne sera pas capable de reproduire ça parce qu'on n'a même pas eu la chance d'en parler avec Jean-Michel Dufault, mais il y a toute la question aussi de l'homogénéité des sociétés. Je veux dire, les Japonais, ils vivent en japonais. Là. C'est ça aussi l'affaire. Là. Donc, vous allez dans n'importe quel pays. Codes, tout le monde a les mêmes codes, tout le monde a appris la même affaire. Donc, c'est plus, j'allais dire, c'est ça, comme tu dis, les décisions. Culturellement, en fait, tout le monde est un peu à la même place. Là. Exactement. Puis, donc, mais il y a quand même des petits trucs. Moi, je refuse de dire... enfin, de me dire, ben là, ils sont différents, donc on ne prendra rien. Non, je m'excuse. Le fumer en public, par exemple, je sais pas, là, je dis pas oui ou non, mais je sais que c'est abordable, tu sais, comme moyen. Là. Je sais que ça se fait. Je veux dire, c'est pas inhumain. C'est pas impossible à mettre en pratique, tout ça. Là. Je veux dire, de dire, par exemple, demain matin, si vous fumez dehors, c'est pas possible. Donc, on a bien réussi. Tu vas avoir l'air complètement je dis pas que je genre le veux, mais... anti-liberté. Là, à un moment donné, non, mais est-ce que physiquement... dehors, dans l'air... Ils font au Japon. Mon point, c'est qu'ils le font là-bas. Mais ça, on n'a peut-être pas envie non plus. Là. Non, mais... Je veux dire, moi, je fume pas, là, mais... Je ne le dis pas non plus. À choisir, honnêtement, regarde, tu me demandes de trancher. Je ne veux pas. Mais je sais que c'est un moyen qui est possible. Ça se fait. On a bien réussi à dire aux gens qui fumaient à l'intérieur qu'ils ne pouvaient plus le faire. T'sais, à l'époque, je me rappelle, là, les gens disaient c'est impossible, on ne fera pas, non, mais ça moi, je pense que pas. c'est pas là-dessus. C'est plus sur la gestion des déchets, sur la beauté de la ville. T'sais, on a parlé souvent, je comprends, là, au printemps, c'est un peu compliqué, la sortie de l'hiver. Là, tout juste un peu après, c'est souvent horrible. Là, le mois de mars, mettons avril, là, des fois, c'est sale longtemps. Je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Là. Honnêtement, tu arrives à Montréal à cette période-là, tu as l'impression que la ville est grise. C'est vraiment dégueulasse. Là. Ça donne une image horrible de la ville et surtout pour les habitants, je pense que c'est vraiment pas chouette. Ensuite, quand on nous dit qu'on veut nous passer en force le ramassage des déchets aux 2 semaines, si c'est pas plus, excuse-moi, mais moi, je pense pas que c'est un progrès de civilisation. Là. À la limite, fais plus de collecte pour les déchets organiques puis les poubelles. OK, là, c'est pas d'augmenter ta quantité de déchets, mais d'espacer tout ça. À un moment donné, il y a des odeurs, tu vis en ville, c'est une question de respect puis de propreté aussi. François Fournier qui est avec nous, tout est dans tout, parce que nos hôpitaux, nos CHSLD, il y a des plaintes qui concernent l'hygiène qui sont en augmentation. Bonjour d'abord. Bonjour à vous deux. On parlait des rues, là, essentiellement des rues, mais à l'intérieur de nos bâtiments, puis pas n'importe lesquels, là, des hôpitaux et CHSLD, on l'a vu, les images, c'est dégueulasse. Des fois, il y avait l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y avait des bestioles qui rentraient là-dedans. Ça, c'est vraiment un truc dont on devrait avoir honte. Là. Je pense que oui, puis je comprends le point de l'intervenant précédent de ne pas déresponsabiliser les citoyens et de tout mettre sur le dos des administrations, mais on est obligé aussi de constater que le sujet de l'hygiène et de la propreté, autant à l'extérieur qu'à l'extérieur, c'est aussi une question de service public qui peut être mal servi ou mal desservi. Là. C'est-à-dire que si on reprend la question de la propreté dans les rues ou dans les villes, moi, j'ai visité plusieurs villes européennes, puis à Bruxelles, par exemple, il y a certains endroits où c'est très sale, mais si tu vas, par exemple, dans la ville de Luxembourg, tu pourrais manger par terre. Là. Donc, pourquoi? Est-ce que les gens ils ont vraiment une culture si différente que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment... Non, moi, je pense qu'il y a une question de qualité de service public et il y a aussi une question de richesse. Donc, dans les endroits où il y a des phénomènes de pauvreté extrême comme l'itinérance, par exemple, c'est certain qu'il va y avoir plus de déchets, c'est certain qu'il va y avoir plus de manque d'hygiène d'une certaine manière. Il y a une question de richesse qui est derrière ça. Et au niveau des hôpitaux, des CHSLD, là, je pense pas qu'on peut dire que c'est de la faute des citoyens si les lieux sont sales. Donc, on parle d'un nombre de plaintes qui a triplé par rapport aux problèmes d'hygiène. Puis là, on parle plus simplement parce que, tu sais, des fois, c'est une question de vétusté des infrastructures. C'est-à-dire que c'est pas de la faute des employés si le toit est brisé ou c'est pas de la faute des employés si la machinerie ou, par exemple, les outils qui sont utilisés sont désuets. Par contre, la malpropreté, c'est-à-dire que le fait que les planchers soient pas lavés, par exemple, ou qu'on voit de la crasse dans des endroits, dans des chambres de patients, ça, c'est relié à des mauvais services. Là. Ça ne peut être qu'autre chose. C'est pas au patient couché dans le lit du CHSLD de faire le ménage de sa chambre. Là. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Donc, je pense que c'est bien de responsabiliser la population, mais il faut aussi quand même se rendre compte qu'il y a une qualité de service là-dedans. Là.
Mhm. Et ça, justement, on voit cette espèce de détérioration-là, mais est-ce qu'on est en train de s'accommoder de ça? Ben, je pense que c'est un peu la grenouille dans l'eau bouillante, hein. C'est que progressivement, c'est une lente dégradation de certains services. Et puis, quand on parle aux gens plus âgés, ils ont souvent tendance à nous dire, ben, il me semble que dans les années 80, c'était moins compliqué que ça, voir un médecin. Il me semble que quand j'étais plus jeune, t'allais au CLSC, puis le service. Mais nous, les gens plus jeunes s'en aperçoivent peut-être un peu moins parce que le barème temporel de dégradation est beaucoup plus petit. Donc, on a conscience de ce qui s'est passé peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les plus vieux. Mais pour les gens qui sont plus âgés, qui ont connu ce qu'étaient les hôpitaux puis les centres de personnes âgées dans les années 60, 70, 80, eux, peut-être qu'ils voient une plus grosse dégradation des services publics. Et là, dans l'article du Devoir, on s'essuie un peu les pieds sur le manque de personnel. Moi, je veux bien là, qu'on parle de manque de personnel, mais je rappellerai que le gouvernement de la CAQ a engagé des dizaines de milliers d'employés supplémentaires dans la fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces employés-là? Est-ce qu'on a engagé des gens juste pour gratter du papier ou il y a des gens qui travaillent sur le plancher de ces endroits-là? Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on engage un concierge pour que nos aînés soient dans des endroits propres. Est-ce que c'est ça qu'on a fait ou c'est uniquement des gens qui remplissent des formulaires? Là? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que font les milliers de personnes qui ont été engagées? À un moment donné, on ne peut pas me dire qu'on engage de plus en plus de gens, mais que les lieux sont de plus en plus mal entretenus, désuets, mal propres. Tu sais, je pense qu'on doit ça aux aînés quand même. Là, ils ont vécu leur vie, ils ont payé des impôts, ils sont maintenant dans des établissements de fin de vie. Je pense que la moindre des choses, ce serait que la chambre soit propre. Là. Ouais, on se rappelle la phrase de François Legault, il n'y a rien de trop beau pour nos aînés. C'est ça qu'il avait dit. Je le cite. Ça paraît beau. En passant, moi, chaque fois que je reçois des syndicats de fonction publique et que je leur dis, coudonc, on augmente la fonction publique, les effectifs, on n'a pas plus de services, on me répond toujours ce que tu viens de me dire finalement. Là, c'est rendu que la vérité, on la connaît. C'est que les gens qu'on engage, c'est pas des gens qui sont sur le terrain. Mais ça, c'est un scandale, là. Parce que si vous êtes un aîné, que vous cotisez toute votre vie pour vous ramasser déjà dans quelque chose qui n'est pas super le fun en soi, là, un CHSLD, qu'en plus, votre famille ne vient plus vous voir, puis ça, c'est l'autre sujet, ça, c'est la crise sociale, bien, la moindre des choses, c'est qu'on ramasse autour de vous. Puis s'il y a moins de gens pour faire ce job-là, ça ne les dédouane pas. Je regrette, là, mais si tu as un peu de dignité dans la vie, quand tu quittes une pièce où tu viens d'aller t'occuper de quelqu'un, puis que c'est sale, tu devrais ramasser. Je regrette, là. Je sais qu'il y a du monde qui travaille, qui ne sont pas superbement payés pour faire ce travail-là. Mais à un moment donné, vous êtes des anges. On vous appelle les anges. On vous appelle des héros. Ben, je veux dire, il faut que ça fasse le geste de plus. Tu peux pas laisser une salle dégueulasse en arrière de toi, là, pour quelqu'un qui est en train de mourir. C'est juste, ça vient chercher la question de la dignité aussi, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a une question de dignité humaine derrière ça, là. À un moment donné, les ressources doivent être mises aux endroits qui sont nécessaires. Puis il me semble que la propreté, c'est quand même un enjeu de base, en particulier dans des endroits où des gens sont vulnérables et que le manque d'hygiène, la prolifération de bactéries ou de champignons, de tout ce que vous voulez, pourrait compromettre encore davantage leur état de santé, là. Mm-hmm. Et parlons maintenant, on va changer un peu de sujet là-dessus. Il y a eu le livre bleu du Parti québécois. Mais là, Québec solidaire va arriver avec son manifeste pour un nouveau Québec libre. Et d'ailleurs, c'est Sol Zanetti, là, on en parle aujourd'hui dans un article de Radio-Canada. Ça va sortir cet été, mais on a déjà les grandes lignes. Oui, on a déjà les grandes lignes, donc j'ai le goût de rire, mais c'est parce qu'il y a un aspect un peu grotesque, je trouve, aux formulations qui sont employées. Donc, on nous dit que le manifeste est intitulé « Nouveau Québec libre », dans lequel on expose la vision inclusive et décoloniale de l'accession à l'indépendance. Donc, la table est mise là quand même. Là, l'indépendance n'est plus le projet national ceux qu'on appelait les Canadiens français ou les Québécois maintenant. C'est comme une espèce de projet qui va concerner tout le monde dans une inclusivité. C'est très... je sais pas comment décrire ça, là, mais les Anglais disent c'est cheesy. Là. Donc, il y a quelque chose d'un peu grotesque, je trouve, dans la manière de poser les choses. Je pense qu'évidemment, tout le monde qui veut faire partie de la société est le bienvenu. Mais là, on dirait que c'est comme si le projet ne concerne plus, en fait, la population historique du Québec. Il y a quelque chose de... Je comprends là, le désir d'être inclusif puis d'accueillir tout le monde, mais là, on dirait que c'est comme
c'est comme désincarné. C'est une vision qui est désincarnée de la réalité historique du Québec. Il y a quand même une réalité, là, c'est que les Français sont venus ici un jour, après se sont greffés évidemment des gens de toutes sortes de communautés européennes. Ça a formé le peuple canadien-français et c'est ce peuple-là là, qui éventuellement votera oui ou non dans un prochain référendum. Mais c'est pas, je veux dire, tout le monde sur Terre. Là. Je veux dire, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dessus. Mais oui, inclusif. C'est toujours encore... Inclure quoi dans quoi? Pouvez-vous le définir, s'il vous plaît? Parce que la dernière fois que vous l'avez fait, vous avez dit inclure tout le monde dans ce qui reste ici. Puis ça n'a pas plu à personne. Moi, j'ai une question à Québec solidaire. Quand est-ce que vous allez commencer à être utile à la cause? C'est quand, là? Parce qu'il est l'heure. Là. Je regarde là, il est quelle heure, là? Il est 11h39. Ça s'en vient-tu, là? Ça s'en vient-tu? On a été patient pas mal. Là. Il y a beaucoup de souverainistes qui attendent, qui se font dire qu'il faut faire les choses ensemble, il faut écouter tout le monde. Là, les péquistes sont censés prendre le pouvoir, promettre un référendum dans un premier mandat. Quand est-ce que vous allez commencer à être utile? À dire, là, regardez notre programme, notre façon de voir le monde, ça marche pas. On est à 8 % des sondages. On va mettre de l'eau dans notre vin. Sais-tu quoi? On va mettre de l'eau dans notre eau. On va se plier à la volonté. On va y aller, là, si on est indépendantiste. Quand est-ce que ça s'en vient-tu? Il est l'heure, là. Oui, et il y a toute la question en plus dans ça qu'eux mélangent l'indépendance avec la constitution d'un Québec souverain. Donc, et moi, je pense que leur démarche mène ultimement à l'instrumentalisation par des groupes de pression pour écrire une constitution qui va correspondre à ce que eux veulent, c'est-à-dire un Québec post-national, écologiste, néo-féministe, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils disent on va faire des tables de concertation où des groupes seront désignés pour finalement écrire la constitution et après, on fera voter les Québécois. S'ils trouvent que ça a de l'allure, on va déclarer l'indépendance. Moi, je ne sais pas dans quel monde ce processus-là serait reconnu internationalement. À mon avis, ça vaut pas grand-chose. Je pense que ce qui avait été fait en 95 était beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire de proposer une constitution provisoire de transition qui essentiellement reprenait tout ce qui était là avant, mais qu'il modernise, qu'il rendait compatible avec un pays souverain. Par exemple, on prenait le lieutenant-gouverneur et on le transformait en président, donc qui serait nommé par l'Assemblée nationale. Donc, c'était des dispositifs qui me semblaient beaucoup plus appropriés. Là, je ne sais pas où on s'en va avec ça. C'est-à-dire qu'au bout de leur démarche d'Assemblée constituante, à quoi ça va ressembler le pays Québec? On dirait que ce qu'ils veulent, c'est que ça ressemble à une espèce de pays fantasmé où, en gros, si t'es pas d'extrême gauche, tu voteras jamais pour ça. C'est ça le problème. Mais ça leur tente pas. C'est ça la vérité. C'est parce qu'on va-tu dire la vérité? Ça leur tente pas. Si ça leur tentait, s'ils savaient comment ça fonctionnait, je veux dire, ils sauraient que ça marche pas, leur programme, ça colle pas, la mayonnaise lève pas. Ils ont tout essayé, ça ne fonctionne pas. Alors là, il reste juste une option, c'est que ça leur tente pas. Et ils vont faire chier jusqu'au bout du bout. Ben d'ailleurs, si tous les sondages démontrent une chose, c'est que entre la moitié et le trois quarts de leurs militants et des gens qui affirment voter pour eux sont même pas souverainistes. Donc à ce moment-là, comment tu fais pour plaire? C'est ça le problème, c'est pour plaire à cette base électorale-là. Non, mais je pense qu'à la base, QS, c'est à la base un parti de gauche, là, très, très, très à gauche. Certains diront même un peu à l'extrême gauche. Donc, et l'indépendance, oui, c'est un parti indépendantiste, mais c'est peut-être pas la première affaire. C'est d'abord d'avoir une ligne claire à gauche et ensuite, ben oui. Et je veux t'entendre aussi là-dessus parce que il y a le multiculturalisme canadien, il y a l'indépendance et ils disent le pays du Québec sera un État plurinational composé des 11 premiers peuples. Donc, on voit qu'ils mettent ça quand même au cœur de leur vision. Il y a cet aspect-là. Et ils disent il y a une autre vision aussi de l'indépendance à la fois inclusive de tous les Québécois, de toutes les origines, comme si le projet indépendantiste était un projet qui excluait ceux qui veulent se joindre à ce projet-là aussi. Tu sais, j'aimerais t'entendre sur ces deux points-là. Non, honnêtement, je comprends pas où ils s'en vont avec ça. Je ne comprends pas quel est l'objectif de cette définition-là, dans la manière dont les termes sont posés, je ne comprends pas. Je on comprends est passé pas où on de s'en va. post-national avec Justin Trudeau à plurinational et avec quelque chose aussi de l'ordre là, sur toutes les origines. Ah, là, ouais.
Il ne restera que du pudding au riz. Honnêtement, là, à la fin, là, je veux dire, il ne restera plus rien pantoute. Là. Il restera plus rien pantoute. C'est surtout de faire un mauvais procès, je trouve, au projet indépendantiste, parce que le projet indépendantiste, là, oui, évidemment, c'est porté beaucoup par le Parti québécois en ce moment, mais ce n'est pas un truc d'exclusion envers les gens qui ont des origines, des couleurs de peau, pas du tout. Fait que, c'est de créer une polarisation aussi au sein même du mouvement indépendantiste, alors que l'heure est plutôt à l'union, me semble-t-il, François. L'énergie devrait être plus là-dessus. Et ils parlent au nom des Premières Nations, mais je ne suis pas sûr qu'ils leur ont demandé quelque chose. Sont-ils mandatés pour parler au nom de ces gens-là? Je ne suis pas sûr. Ben 8 leur donnerait le mandat, puis ça, c'est le maximum. Merci beaucoup, François Fournier. À lundi. Bye-bye.